Très sincèrement, l'expérience que j'avais faite avec l'Alsace, puisque j'avais un peu ouvert ma maison il y a 6-7 ans à Frédéric Mechner, qui avait fait un très gros papier. Alors je m'étais dit, ça fait mégalo d'exhiber. Je m'étais dit après, c'est un truc que j'aurais pas dû faire. Et donc, j'avais un peu oublié ça. Et David m'a proposé cette expérience d'un livre qui est quand même quelque chose d'un peu plus... où la distance est quand même un peu plus grande que quand il s'agit d'exhiber dans un journal au quotidien. Et puis l'idée d'entretien avec David, en plus David est quelqu'un en qui j'avais une absolue confiance. On vous dira pas tout, mais on a fixé quand même au départ un certain nombre du règles du jeu entre nous, et que David a respecté. Je crois que moi j'ai respecté aussi mes engagements vis-à-vis de lui. Et donc l'idée aussi d'y associer ma femme et mon fils me paraissait séduisante. Et puis c'était aussi l'occasion peut-être de montrer vis-à-vis de l'extérieur un aspect de ma personnalité qui n'est pas l'aspect qui est le plus connu, et puis aussi de l'assumer pleinement, parce que j'ai l'habitude de dire, cette fois-ci je vais le dire en présence de Jean-Marie Bockel, quand je suis devenu adjoint à la culture en 89, c'est vrai que le seul lien que j'avais avec le monde de la culture, c'était le fait que j'étais déjà collectionneur d'art contemporain. Mais à l'époque, alors je pense que je caricature un peu, mais à l'époque, en gros, Jean-Marie m'a dit, écoute, tu oublies ton côté art contemporain, tu t'occupes des harmonies, des fanfares et du théâtre alsacien, l'art contemporain, on verra plus tard, quoi. Bon, et du collectif. Mais je crois qu'il a eu tout à fait raison, parce que c'est ce qui m'a permis, je crois, et si je suis encore là aujourd'hui, je pense que c'est important, de me faire accepter aussi petit à petit par ce monde de la culture traditionnelle, qui n'était pas du tout mon monde naturel. Alors bon, ce livre, c'est... Oui, je pense que j'aurais jamais pris l'initiative de le faire, encore que j'ai dans ma tête l'idée, un jour, moi, de faire un livre qui serait une espèce de monographie de la collection, en prenant chaque œuvre, en y associant à la fois un travail sur l'histoire de l'artiste, et puis un travail sur... Parce que chaque œuvre que j'ai achetée, il y a une anecdote, il y a une histoire. Et donc ça pourrait être intéressant, on verra... peut-être dans quelques années, je m'attellerai à cette tâche. Voilà. Alors j'ai une question à David. Un des amis de Samuel, qui possède une galerie, a dit c'est la collection d'un honnête homme. Oui, d'un honnête homme, c'est une question difficile. En l'occurrence, en tout cas, de quelqu'un qui est cohérent dans sa ligne, on va dire, et dans sa pratique. Qu'il s'agit d'une pratique, ça aussi c'est assez important. Je pense que au travers de ce livre, il s'agit de démontrer que la collection c'est pas juste quelque chose de l'ordre du dilettantisme, mais au fond il y a derrière chaque collection quelqu'un qui est actif. Et une collection, ça nécessite de l'anticipation, ça nécessite de l'information, ça nécessite d'aller chercher de la documentation. En l'occurrence, ces dernières années, c'est vrai que Internet a démultiplié les possibilités de connaissance, on va dire, du monde de l'art. Mais au fond, une collection, ça nécessite de bien connaître finalement les œuvres et les artistes. Et je crois que Michel Semmelweis s'emploie depuis plusieurs dizaines d'années justement à ce sport, ou cette activité, parce qu'au fond, c'est une activité vraiment qui mérite du temps, et qui mérite de la recherche au fond. Et c'est peut-être en cela qu'il est honnête. Alors, Michel, comment, au-delà des gènes familiaux, parce qu'il y a des choses qui se transmettent de père en fils d'un côté et de l'autre, puisque la succession est assurée maintenant, quels ont été les déclencheurs de ce besoin de collection? Parce qu'on peut très bien avoir un père qui est un collectionneur, puis finalement s'intéresser qu'au football, quoi. Non, mon père n'était pas collectionneur, mon père était un amateur. Je vais faire la distinction entre les deux. Mon père était un amateur d'art, c'est-à-dire que c'est lui qui m'a effectivement initié à l'idée d'acheter des tableaux, mais quand je dis papa n'était pas un collectionneur, je reprends la formule de Madame Durand-Ruel, tu sais, de la vieille famille des marchands d'art, qui étaient les marchands de Van Gogh, les Durand-Ruel. Et Madame Durand-Ruel m'a dit un jour, un collectionneur est quelqu'un qui continue d'acheter quand ses murs sont pleins. Mon père, quand ses murs ont été pleins, il n'a plus acheté. Donc les œuvres pour lui avaient un côté décoratif, c'était pour décorer son intérieur, et c'est pour ça qu'il achetait des œuvres pour décorer ses murs. Il achetait en fonction de la notion de beau.
Il fallait que ça lui plaise, que ce soit beau. Au départ, probablement, j'ai commencé, mes premiers achats, je me rappelle très bien, c'était quand j'étais, je venais de passer mon bac et mes premiers salaires de prof, quand j'avais 19 ans ou 20 ans, j'étais nourri, logé, blanchi, donc tout ce que je gagnais, je pouvais le consacrer à acheter des lithographies à... Les vieux Mulhousiens qui, parmi nous, ont connu Monsieur Gangloff et la Maison d'Art Alsacienne, qui était le premier lieu où j'ai acheté des choses. Et puis, le vrai déclencheur, ça a été la découverte des catalogues, parce que moi, je me déplaçais très peu, en plus, je ne prends pas l'avion, donc tout ça, c'est des choses qui limitent les possibilités de déplacement, mais j'ai eu en main un jour les catalogues d'un commissaire-priseur parisien qui s'appelle Maître Binoche, qui a été le premier commissaire-priseur en France à organiser des ventes d'art contemporain. Et j'ai découvert qu'il y avait un monde de l'art qui n'avait rien à voir avec ce qu'on pouvait trouver chez Marbach ou chez Gangloff à Mulhouse. Et c'est donc comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce monde, à commencer à lire régulièrement des revues, Art Press, Beaux-Arts Magazine, et à découvrir donc un monde qui montrait des choses qui n'étaient pas du tout des choses qu'on voyait à Mulhouse. C'est pour ça que je dis toujours par rapport à mon père, que si mon père, au lieu d'acheter, je vais pas être trop péjoratif, au lieu d'acheter les choses qu'il a achetées chez Gangloff, avait acheté les artistes qui étaient les artistes contemporains qui émergeaient à ces années-là, c'est-à-dire des gens comme César, comme Armand, comme Yves Klein, il aurait construit une véritable collection, alors que les tableaux qu'il avait réunis tout au long de sa vie sont des œuvres tout à fait mineures de l'école de Paris, qui aujourd'hui est considérée comme des artistes de second plan dans l'histoire de l'art. Mais ce que je veux juste dire, je ne sais pas si David le dit dans le bouquin, pour moi, après le décès de mon père, ça a été un vrai problème. Que faire? Parce que j'ai récupéré donc d'une maison, donc de son appartement, et donc ces tableaux, je ne pouvais pas considérer qu'ils faisaient partie de ma collection, parce que c'était vraiment des œuvres qui n'ont rien à voir en termes de cohérence justement avec les artistes auxquels je m'intéresse. Et en même temps, comme ces tableaux ont été à l'origine du départ de mon envie de collectionner, alors finalement j'ai eu un espèce de dialogue post-mortem avec mon père, et ça a mis quasiment 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai décidé de sortir les tableaux de l'appartement et de consacrer la cage d'escalier chez moi aux tableaux de mon père. Donc ils sont toujours là, je ne pourrais pas m'en séparer. À l'époque, on me disait il faut les vendre. D'abord, j'en aurais pas tiré des sommes extraordinaires, ça avait un intérêt très relatif. Et puis j'ai, malgré tout, même si je ne les revendique pas comme faisant partie de ma collection, j'ai un attachement envers ces pièces. Et donc je suis heureux, quand je monte dans mon escalier, de pouvoir les retrouver. Je peux ajouter de ce point de vue-là, parce que voilà, je fais partie de ceux qui ont la chance de visiter la collection, et en l'occurrence, la cage d'escalier, c'est pas anodin dans une maison, hein, c'est la colonne vertébrale, et on pourrait penser qu'elle est remisée finalement dans la cage d'escalier, mais il me semble que c'est vraiment structurant en fait dans la collection, et il est au-delà du point de départ, c'est aussi mine de rien très marquant dans une éducation. Je voudrais juste ajouter, parce que vous m'avez poussé sur la question de l'honnêteté, il y a aussi deux autres raisons pour lesquelles on pourrait considérer que cet homme est honnête. C'est d'une part, et il le dit dans le livre, qu'il n'a pas de prétention intellectuelle. C'est vrai que souvent dans l'art, et notamment dans l'art contemporain, il est question d'art conceptuel, de dimension intellectuelle forte, et c'est vrai que Michel Semmelweis, dans sa démarche, alors évidemment il lit, évidemment il connaît, évidemment il comprend les artistes, mais c'est pas forcément, ça va pas être un déclencheur dans l'appropriation des œuvres, et le rapport qu'il a, je dirais, avec chacune des pièces n'est pas d'une nature intellectuelle. La deuxième, ou la troisième raison pour laquelle on pourrait parler d'honnêteté, c'est aussi, et c'est lié à la précédente raison, c'est le fait de déléguer à des experts le soin de reconnaître vraiment la valeur artistique. Parce qu'au fond, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi aussi de donner la parole à des galeristes, en l'occurrence des marchands d'art, c'est que Michel Semmelweis a une réelle confiance, si vous voulez, dans ces professionnels de l'art, et que évidemment il y a un moment où il va choisir entre différentes pièces ou entre différents artistes, mais il se fie énormément aussi à 2, 3, 4, 5 galeries avec lesquelles il a grandi, avec lesquelles il s'est formé. Et au fond,
qui lui donne régulièrement des recommandations, des conseils. Et je peux vous dire que parmi les collectionneurs, c'est assez rare comme attitude. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à assister à des collectionneurs qui papillonnent, on va dire, réagissent très rapidement à des effets de mode, et au fond, la fidélité à des marchands, elle n'est plus très courante aujourd'hui. Et c'est un des traits de sa manière d'être collectionneur. On va évoquer quelque chose